Elle était censée tout conquérir. À seulement 16 ans, Charlotte Di Calypso avait remporté l'un des concours les plus prestigieux de la planète mode, I'm very excited because there's lots of designers that I love. Elite Model Look, tremplin légendaire de stars comme Gisele Bündchen ou Cindy Crawford. Son visage délicat, sa silhouette d'éphèbe et son regard cristallin semblaient taillés pour les podiums de Chanel, Dior ou Balmain. Paris croyait tenir sa prochaine icône. Mais très vite, quelque chose a déraillé. To open this show, and yeah. Malgré des débuts fulgurants, la jeune prodige a glissé dans un silence aussi élégant que troublant. Pas de scandale, pas d'éclat, ni d'adieu officiel à la scène. Charlotte s'est tout simplement effacée, comme si le rêve lui-même s'était dissous dans la lumière crue des projecteurs. Et si le plus grand mystère de la mode française n'était pas une chute, mais un choix ? Pourquoi la gagnante d'Elite Model Look 2005, promise à une carrière internationale, a-t-elle décidé de disparaître alors que le monde ouvrait les bras ? Ce récit est celui d'une ascension vertigineuse, d'un effacement presque spectral, mais surtout d'une femme qui, peut-être, n'a jamais voulu appartenir à un monde qui la revendiquait comme trophée. Avant les projecteurs, les flashs et les défilés haute couture, Charlotte naît loin du tumulte parisien, dans la petite ville de La Baule, sur la côte atlantique. Là-bas, entre les pins maritimes et les villas blanches, la vie s'écoule lentement. C'est une station balnéaire prisée des familles bourgeoises, mais loin d'être un terreau naturel pour les rêves de haute couture. Charlotte grandit dans une maison discrète, entre une mère enseignante et un père architecte naval. Rien dans son enfance ne semble la destiner à la mode. Pas de famille artistique, pas de mère ex-mannequin poussant sa fille sous les projecteurs. Elle est une élève studieuse, calme, presque effacée. Une enfant que l'on remarque pour sa beauté, certes, mais surtout pour sa manière de se tenir à l'écart, comme si elle observait le monde depuis un promontoire invisible. Dès son plus jeune âge, elle dégage une forme de mélancolie tranquille. À l'école, elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle s'exprime, on l'écoute. Ses professeurs la décrivent comme sérieuse, intuitive, presque trop mature pour son âge. Elle semble souvent ailleurs, plongée dans un univers intérieur qui n'appartient qu'à elle. C'est peut-être cette forme de détachement élégant qui, des années plus tard, fera d'elle une muse silencieuse. Mais à ce moment-là, elle est juste Charlotte, une adolescente curieuse, solitaire et peu concernée par les apparences. Elle ne lit pas les magazines de mode, ne suit pas les tendances. Elle préfère la mer, les livres, les longues promenades à vélo dans les pinèdes. La première fois qu'elle entend parler du concours Elite Model Look, c'est par une amie du lycée. « Tu devrais t'inscrire, Charlotte, tu es faite pour ça. » La remarque la fait rire. Elle n'a jamais posé, ne sait même pas marcher en talons. Mais l'idée germe, doucement. Non pas comme un rêve de gloire, mais comme une échappatoire. Une manière d'essayer autre chose. De sortir de la carte postale tranquille de La Baule. Ses parents sont sceptiques. Sa mère surtout craint que le monde de la mode ne dévore sa fille. « Ce n'est pas un milieu pour les cœurs tendres », dit-elle. Mais Charlotte insiste, poliment. Elle promet de ne rien abandonner, ni ses études, ni ses valeurs. Et surtout, elle ne semble pas courir après la célébrité, elle cherche seulement à comprendre ce que cette beauté, que tout le monde voit en elle, peut bien signifier. Sans le savoir, cette quête d'identité, commencée sur la côte atlantique, sera le fil rouge de toute sa trajectoire. Une trajectoire faite de silence, d'apparitions rares et de retraits soudains. Car même au sommet, Charlotte Di Calypso restera toujours la fille qui vient du vent et du sable, et qui n'a jamais vraiment appartenu au monde du strass. C'était un après-midi d'automne. Le ciel de La Baule était bas, l'air salé. Charlotte, alors âgée de 15 ans, avait accompagné une amie à Nantes pour faire du shopping. Dans une boutique, une femme l'observe longuement. Elle s'approche, demande son âge, son prénom, et lui tend une carte. Elle travaille pour une agence de repérage régionale affiliée à Elite. Charlotte la remercie poliment, rentre chez elle et oublie presque la rencontre. C'est sa mère qui, quelques jours plus tard, retrouve la carte dans le sac de sa fille. D'abord méfiante, elle prend le temps de se renseigner. Puis elle accepte, du bout des lèvres, que Charlotte tente l'aventure, à condition cela reste un jeu. Ma question de compromettre ses études ou son équilibre. Et pourtant, dès les premières photos tests, quelque chose se produit. Devant l'objectif, la jeune fille se transforme. Son regard devient dense, mystérieux. Son corps se déploie avec une élégance instinctive.
Le photographe murmure à l'oreille de l'agent « Elle est différente. Elle ne le sait pas encore, mais elle est déjà mannequin. » On l'encourage alors à s'inscrire au concours Elite Model Look France. Charlotte hésite. L'idée de se retrouver en maillot de bain devant un jury l'angoisse. Elle n'a jamais posé, ne sait rien des codes du métier. Mais quelque chose en elle pousse. Peut-être ce besoin discret, presque vital, de sortir du cadre. Le jour de la sélection régionale à Paris, elle prend le train seule. C'est la première fois qu'elle quitte la Baule sans ses parents. Dans la salle d'attente, entourée de filles sophistiquées, maquillées à outrance, elle se sent déplacée. Trop simple, trop naïve. Mais quand elle entre dans la pièce, tout change. Elle ne sourit pas, ne joue pas de ses charmes. Elle se tient droite, calme, et c'est cette sobriété, cette absence totale de calcul qui bouleverse le jury. Elle passe les étapes une à une, presque sans y croire. Puis vient la finale nationale, et contre toute attente, elle gagne. Elle a 16 ans. Tout s'accélère. On l'invite à Shanghai pour représenter la France à la grande finale internationale du concours. Des centaines de jeunes filles venues du monde entier, toutes plus ambitieuses les unes que les autres. Charlotte, toujours discrète, écoute, observe. Elle ne cherche pas à briller, mais elle brille malgré elle. Sa grâce fluide, son détachement presque mystique séduisent le jury. Et une nouvelle fois, contre toute probabilité, elle remporte la compétition mondiale. À son retour en France, l'accueil est froid. La presse ne s'empare pas immédiatement du phénomène. Trop discrète, trop lisse, trop invisible pour une industrie qui aime le scandale. Mais dans les coulisses, les agences s'affolent. Elite la signe immédiatement, Chanel appelle, Karl Lagerfeld demande à la rencontrer. Charlotte reste impassible, elle ne change pas, refuse les excès, les fêtes, les faux-semblants. Elle rentre toujours à la Baule après chaque shooting, comme si ce monde-là n'avait sur elle qu'une prise partielle. Ça n'est pas une ambition brûlante qui l'a menée là, mais une intuition profonde, un mouvement intérieur presque imperceptible. Le mannequinat n'est pas pour elle une conquête, c'est une traversée. Et dès le début, elle semble savoir qu'elle n'irait pas jusqu'au bout du chemin. Tout commence dans une pièce blanche à Paris. Charlotte, à peine 17 ans, est assise sur un tabouret en bois. En face d'elle, Karl Lagerfeld feuillait des croquis. Il ne la regarde pas tout de suite. Puis soudain, il lève les yeux, fixe son visage d'ivoire, son port de tête royal, et lâche. Elle est française, mais on dirait une statue grecque. Ce jour-là, Charlotte décroche le défilé haute couture de Chanel. Une première apparition fulgurante, silencieuse, mais gravée dans les mémoires. Elle ouvre le show, dans une robe empire blanche, cheveux tirés, maquillage nude. Le public retient son souffle. Qui est cette apparition ? Les semaines suivantes, tout s'enchaîne. Dior, Valentino, Dolce & Gabbana, Lacoste, Jil Sander, Lanvin. Charlotte devient le visage que les maisons se disputent, non pas pour son extravagance, mais pour sa présence presque surnaturelle. Elle ne joue pas, elle incarne. Sur le podium, elle glisse comme un fantôme de velours. Les photographes de mode, d'ordinaire exigeants et capricieux, se taisent quand elle entre en studio. Paolo Roversi dira d'elle « Elle n'a pas besoin de poser, elle est déjà une image ». Steven Meisel, plus abrupt, la surnomme « The French Mirage ». Ses photos fleurissent dans les pages de Vogue Paris, Numéro, Harper's Bazaar, L'Officiel. Toujours avec cette aura particulière. Charlotte ne séduit pas, elle hypnotise. Elle ne sourit presque jamais. Son regard traverse l'objectif comme s'il regardait ailleurs. À New York, elle impressionne les directeurs artistiques par sa ponctualité, son professionnalisme, mais aussi sa distance. Elle refuse les soirées, décline les invitations tapageuses. Dans un monde où l'image publique est cultivée comme une marque, Charlotte se protège, se cache, se tait. Un soir, à Milan, lors d'un fitting pour Prada, une styliste tente de lui faire porter une pièce trop transparente. Elle refuse, calmement, sans colère. Le styliste insiste, elle enfile son manteau, quitte la salle sans un mot. Le lendemain, elle est tout de même au casting du show et ouvre le défilé. On dit que Miuccia Prada, en apprenant son geste, aurait simplement répondu « Cette fille sait ce qu'elle veut ». Mais même à ce sommet vertigineux, Charlotte ne semble jamais vraiment y croire. Entre deux Fashion Week, elle disparaît à la Baule. Aucune publication sur les réseaux, aucun contrat de parfum millionnaire. Elle choisit des campagnes avec soin, refuse les spots publicitaires, n'accepte que les projets éditoriaux à haute valeur artistique.
Sa carrière, aussi rapide que brillante, semble tracée à la plume fine, jamais à gros traits. Une suite de choix discrets mais radicaux. Pas de bruit, pas de drame, pas d'ambition tapageuse. Et puis, alors que tout semble prêt à exploser, les unes internationales, les contrats exclusifs, les fashion films, Charlotte commence à dire non. Non aux saisons trop longues, non au casting de masse, non au shooting sans âme. Et dans un monde qui ne comprend que le oui, son silence commence à inquiéter. Dans une industrie qui pousse les corps à la limite, où l'on exige d'une fille de 17 ans la maturité d'une femme de 30, Charlotte Di Calypso a très tôt imposé ses propres règles. Non pas en haussant la voix, ni en provoquant la presse, mais en traçant une ligne invisible qu'elle refusait de franchir. Elle disait rarement non à haute voix, mais quand elle n'acceptait pas, elle ne revenait plus. Pas de justification, pas d'effusion. Elle disparaissait du plateau comme une brume élégante, laissant derrière elle un vide que peu osaient combler. Un jour, une grande maison parisienne lui propose un contrat d'exclusivité. Un rêve pour beaucoup. Elle lit les clauses, exposition médiatique obligatoire, obligations sur les réseaux sociaux, limitation des autres collaborations. Elle décline, sans fracas, sans contrepartie. Pour elle, la mode ne devait jamais devenir une cage dorée. Charlotte refusait aussi un autre diktat silencieux de l'industrie, la mise à nu forcée, souvent déguisée en art. Dans plusieurs shootings, on lui demande d'en montrer plus. Un sein accidentellement découvert, une pose suggestive pour la lumière. À chaque fois, elle reste ferme, pas par pudeur, mais par respect pour son propre corps. « Je ne suis pas un concept, je suis une personne », aurait-elle soufflé à un jeune styliste. Son refus de participer à la frénésie des réseaux sociaux la rend encore plus insaisissable. À l'heure où chaque mannequin se devait de documenter sa vie entre deux défilés, Charlotte n'avait ni compte public, ni story quotidienne. Certains disaient qu'elle se tirait une balle dans le pied. D'autres murmuraient qu'elle était déjà au-dessus de ce jeu-là. Mais cette posture, admirée par les puristes, irritait les agences. On lui reprochait son inaccessibilité, son manque d'enthousiasme commercial. Une directrice de casting confiera anonymement « Elle est magnifique, mais elle ne joue pas le jeu, on ne peut pas la vendre ». Et c'est bien cela qui faisait d'elle une anomalie dans un système calibré. Elle ne cherchait ni à plaire, ni à provoquer. Elle cherchait simplement à ne pas se trahir. Une anecdote reste célèbre parmi les professionnels. Lors d'un shooting pour une marque de luxe, le photographe exige une expression de femme fatale. Charlotte le regarde longuement et répond « Je ne sais pas faire semblant, choisissez une autre fille ». Le photographe, d'abord vexé, finira par capituler. Le shooting se fera à sa manière, intense mais pudique, et la campagne, publiée des mois plus tard, recevra des critiques dithyrambiques pour sa sobriété bouleversante. Dans une interview rare accordée à un magazine indépendant, elle glisse une phrase qui deviendra culte dans les écoles de mode. « Si être mannequin, c'est se taire, sourire et servir, alors je préfère être une silhouette en fuite. » Travers ses choix ou ses absences, Charlotte Di Calypso a incarné une autre voie, celle de la dignité tranquille, du refus du spectaculaire, de la beauté sans compromission. Elle a peut-être raté les couvertures les plus tapageuses, mais elle a gagné autre chose, le droit de n'appartenir à personne. La mode, par nature, n'attend personne. Elle dévore, transforme, épuise. Et puis, elle oublie. Dans cette spirale vertigineuse, Charlotte Di Calypso a choisi de partir avant d'être effacée. Ce ne fut pas une chute brutale, ni un scandale à la une. Pas de titre racoleur, pas de polémique. Juste une lente évaporation. Les campagnes deviennent plus rares, les défilés aussi. On la voit encore ici ou là sur un podium discret ou une couverture de magazine niche, mais son regard s'est déjà tourné ailleurs. Les agences s'inquiètent. Les clients demandent « Elle sera là ? Elle a confirmé ?» Et puis, de plus en plus souvent, la réponse devient floue. Des « peut-être », des « elle réfléchit encore », des silences prolongés. Jusqu'à ce que plus personne ne demande. Certains pensent à un burn-out, d'autres évoquent une rupture amoureuse, un deuil ou simplement un épuisement du système. En réalité, personne ne sait. Charlotte ne donne pas d'interview. Elle ne commente pas sa disparition. Elle ne justifie rien. Sur son unique compte Instagram, longtemps inactif, une photo en noir et blanc apparaît un jour. Un ciel nuageux au-dessus de l'océan, aucun visage, aucune légende. Les fans commentent avec espoir, mais elle ne répond pas. Ce sera la dernière trace numérique de sa part. Dans le milieu, on commence à parler d'elle au passé. Elle avait quelque chose, c'est dommage. Elle était différente, trop peut-être.
Les agences, toujours pragmatiques, rangent son book dans les archives. Un nouveau visage est déjà là, plus jeune, plus connecté, plus bankable. Mais pour ceux qui l'ont vraiment regardé, la disparition de Charlotte n'est pas un échec. C'est un choix radical, presque spirituel, de se retirer avant d'être déformée, broyée, récupérée. Un ancien maquilleur racontera, des années plus tard, qu'il a croisé par hasard à Lisbonne. Elle portait un grand chapeau de paille, lisait un roman dans un café au bord du Tage. Il n'a pas osé l'aborder. Elle semblait hors du monde, mais intensément vivante. D'autres témoignages émergent, flots, presque mythiques. Une rumeur veut qu'elle enseigne la littérature à Bordeaux. Une autre dit qu'elle s'est retirée dans un monastère bouddhiste en Asie. Certains prétendent l'avoir vue sur une plage déserte de Sardaigne, les cheveux au vent, riant avec des enfants. Mais aucune photo, aucune preuve ne vient confirmer ces récits. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir de Charlotte Di Calypso, être parvenue à se faire oublier sans jamais cesser d'exister. Dans une époque où l'on expose tout, elle a effacé ses traces. Dans un monde où l'image règne, elle a choisi l'invisibilité. Ce n'était pas une fuite, c'était une réinvention. Un dernier murmure subsiste. Une lettre, adressée anonymement à un ancien rédacteur de Vogue, aurait été signée d'un simple « C ». Elle disait « J'ai aimé ce monde, mais il n'était pas fait pour ma manière d'aimer. » Elle n'a jamais crié, elle n'a jamais provoqué, elle n'a jamais revendiqué sa place. Et pourtant, Charlotte du Calypso a marqué la mode française comme une étoile filante laisse une traînée de lumière dans la nuit. Son héritage n'est pas fait de records, ni de trophées, ni de contrats à plusieurs zéros. Il est dans le souvenir diffus d'un visage qu'on n'a jamais oublié, d'une présence qui flottait plus qu'elle ne s'imposait. Elle a prouvé qu'on pouvait briller sans se brûler, qu'on pouvait dire non sans crier, qu'on pouvait exister même en disparaissant. Aujourd'hui encore, dans certaines écoles de mode, on montre ces photos aux jeunes mannequins. Non pas pour leur dire « voilà l'exemple à suivre », mais pour leur poser une question plus vaste. Et vous ? Que serez-vous prête à refuser pour rester vous-même ? Peut-être que Charlotte n'a pas fui. Peut-être qu'elle a juste eu le courage de partir avant d'être déformée, possédée, oubliée. Et si son visage s'estompe lentement dans les archives de la mode, une chose demeure. Le silence qu'elle a laissé parle encore.